Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la sécurité intérieure au Niger face à la crise sécuritaire qui persiste au Sahel. Les autorités ont élaboré une stratégie nationale de sécurité de proximité. Un atelier de validation de ces travaux s'est ouvert le 20 octobre. La possible taxation du secteur informel en Tanzanie. Le gouvernement est appelé à restructurer ce secteur dans la mesure où l'absence de taxes fait perdre à l'État une somme astronomique. Et puis, dernière ligne droite dans l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun. Le pays a scellé ce 22 octobre un accord cadre avec la Confédération africaine de football. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le démenti du bureau des médias du Premier ministre Abdallah Hamdok relatif à la dissolution de certains organes de transition au Soudan. Le bureau indique que les informations qui circulent sont imprécises, ajoutant que le chef du gouvernement, je cite, n'a pas le monopole du droit de décider du sort des institutions de transition. C'est le gouverneur de la région du Darfour, Minyarko Minawi, qui avait divulgué cette nouvelle. Il avait indiqué que le Premier ministre Abdallah Hamdok et le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, s'étaient entendus sur la dissolution, entre autres, du Conseil de souveraineté. Au Niger, la situation sécuritaire au Sahel a contraint le gouvernement à repenser son plan d'action pour assurer la sécurité de la population. Durant plusieurs mois, les autorités ont donc planché sur une stratégie nationale de sécurité de proximité. Ce document est le fruit d'une collaboration entre représentants des forces de défense et de sécurité, notamment de membres du gouvernement ou encore de la société civile à Ménédji. Le Niger sera bientôt doté d'une stratégie nationale de sécurité de proximité. C'est le fruit de bon nombre d'années d'efforts consentis pour l'instauration d'une approche plus inclusive de la sécurité et des solutions allant dans ce sens. Ceci dans un contexte où l'attention de la communauté internationale est tournée vers le Sahel en général et en particulier vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous comprenons déjà que le financement des problématiques liées à la sécurisation pose problème essentiellement auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et l'un des documents de référence exigés par les partenaires techniques et financiers, c'est évidemment une stratégie nationale en tant que telle. Et le G5 Sahel traîne les pas en raison parfois d'une certaine passivité au plan international vis-à-vis des bailleurs de fonds liés au retard dans le décaissement par rapport au financement et la mobilisation des troupes sur le terrain. Donc si le Niger parvient alors à élaborer une telle stratégie, ça serait une avancée réelle pour elle. Agir pour une sécurité de proximité dans les zones frontalières implique entre autres un climat de confiance entre administration, forces de sécurité et citoyens. Un important travail d'information doit rapprocher le G5 Sahel des citoyens afin de leur permettre de s'approprier de ces objectifs. L'autre réalité qu'il va falloir prendre en compte, c'est le caractère transfrontalier du phénomène terroriste en tant que tel. Donc le donc important pour le Niger d'avoir une approche régionale, une approche globale en tant que tel. Et tant que la coopération en termes de renseignement sur ces groupes ne sera pas tout à fait effective, quelle que soit la qualité des stratégies de sécurité nationale, il est évident que pour pouvoir vaincre ces groupes djihadistes, il va falloir faire d'amples efforts en tant que tel. Et le Niger risque d'être confronté à cela parce que beaucoup de pays dans la sous-région sont confrontés à ce manque de dispositifs institutionnels. Malgré les énormes efforts consentis, la tendance est à une multiplication des attaques des divers groupes armés avec des modes opératoires nouveaux, d'où l'urgence de passer d'un mode de fonctionnement essentiellement réactif à un mode de fonctionnement qui investit davantage dans l'anticipation et la prévention. On reste dans la région du Sahel où les pays membres du G5 vont bénéficier d'un programme de lutte contre la pauvreté. Ce projet financé par le gouvernement allemand cible les populations affectées par le terrorisme dans la zone dite des trois frontières. Son objectif, mettre à leur disposition des centres de santé, des écoles mais aussi des points d'eau. Marie-Raphaël Antolo. Le 21 octobre 2021, un programme de financement de projets sociaux au profit des populations vulnérables du Sahel a été lancé. Ce projet vise prioritairement les populations victimes du terrorisme dans la zone du Liptako-Gourma, communément appelée zone des trois frontières du Burkina, du Mali et du Niger. Le projet a par ailleurs été lancé en Mauritanie où il partira pour les autres pays du Sahel. Nous sommes dans une approche très pragmatique de la diplomatie. Si nous prenons déjà dès la création du G5 Sahel,
deux axes stratégiques avaient été abordés, la question de la sécurité et le développement. Et ces deux axes sont indissociables. Il ne saurait avoir de sécurité sans développement et ni de développement sans sécurité. La France a réussi à tenir ses engagements pour la sécurité, mais malheureusement, au plan de développement, il reste encore beaucoup d'attentes. Et l'Allemagne vient de prendre le contre-pied de la diplomatie française en agissant de façon problématique sur la question de la pauvreté. Surtout que la zone des trois frontières reste une zone très vulnérable, très sensible à l'incursion des groupes djihadistes. Si vous remarquez bien toutes les attaques perpétrées, aussi bien au Niger, au Burkina Faso et également au Mali, cette zone constitue une zone d'influence. La zone du Liptako-Gourma connaît depuis déjà plusieurs années la présence des groupes terroristes qui accentuent la pauvreté et l'insécurité pour les populations vivant dans la zone et dans les périphéries. Les premières interventions du programme commenceront d'ailleurs dans la région malienne de Gao avant la fin de l'année. Rappelons que le Mali fait partie des pays les plus affectés par la pauvreté née de la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel depuis 2012. Il est donc important aujourd'hui que l'Allemagne aille plus loin, au-delà notamment d'une approche de l'Union européenne, que d'autres partenaires également soient impliqués dans cette approche, permettant également à cette zone sahélienne, qui reste l'une des zones les plus pauvres en termes de développement des Nations Unies, de pouvoir sortir de la sphère de la pauvreté. Tant que les conditions de vie des populations ne s'amélioreront pas, nous resterons toujours vulnérables à la question de la radicalisation et à l'insécurité permanente. Ce projet de lancement d'un programme de lutte contre la pauvreté dans les pays du G5 Sahel est financé par le gouvernement allemand. D'après le représentant de la coopération allemande, le lancement de ce projet vient réaffirmer la détermination de l'Allemagne à consolider son soutien à la paix au Sahel. Dans l'actualité également, le pass vaccinal bientôt en vigueur en Tunisie. Ce vendredi 22 octobre, un décret présidentiel a été publié dans le journal officiel de la République tunisienne. Un décret selon lequel la présentation de ce pass sera obligatoire pour accéder aux établissements publics, scolaires, universitaires ou encore structures sanitaires. En cas de non-présentation de ce document, des sanctions seront appliquées. Le décret prévoit par exemple, je cite, la suspension de l'exercice de fonctions pour les personnels de l'État, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé. Se dirige-t-on vers une certaine réforme fiscale du secteur informel en Tanzanie? Le gouvernement est appelé à étudier le dossier, dans la mesure où l'informel représente un poids conséquent sur l'économie, soit approximativement entre 50 et 65% du PIB. Sa taxation permettrait à l'État d'élargir son assiette fiscale, car pour le moment, l'absence d'une telle taxe fait perdre aux autorités une somme importante. Joël Balou. Le secteur informel représente la principale main-d'œuvre de la Tanzanie. Malheureusement, ce qui devrait être un avantage en termes de revenus grâce à ce secteur, pour le pays ne l'est pas. Pour cause, aucun mécanisme de taxation. Conscient de cet impact majeur sur les caisses de l'État, l'opinion publique appelle le gouvernement tanzanien à mettre en place un modèle amical de taxation permettant non seulement de structurer, d'équilibrer et d'élargir l'assiette fiscale. Tanzanie enregistre près de 6 milliards de pertes dues à une insuffisance fiscale. Le gouvernement tanzanien a décidé de prendre le taureau par les cornes et décidé d'imposer les entreprises informelles. Je pense que l'idée est assez intéressante, comme le dit d'ailleurs l'économiste Fernando de Seto. Il faut imposer les entreprises, notamment les entreprises informelles, car c'est une manne à gagner quasi très importante. Donc le fait d'imposer les entreprises informelles va permettre d'accroître l'assiette fiscale, mais aussi d'intégrer ces entreprises informelles dans l'économie réelle. Par an, en termes de taxes, c'est plus de 6,5 milliards de dollars perdus par la Tanzanie. Avec la crise sanitaire qui a fait chuter tous les indicateurs de développement, mettre en place un modèle spécifique de taxation permettra d'introduire le secteur informel dans l'économie formelle et ensuite payer des impôts sur le revenu et la TVA du secteur informel en veillant à ce que les impôts soient justes et progressifs. Donc si on permet d'intégrer cette économie informelle dans l'économie formelle, cela permettra de régulariser les emplois et cela permettra aussi à l'État de mettre en place des politiques ciblées afin d'avoir par exemple des statistiques sur l'emploi global au niveau du pays. La mise en place de ce procédé pourrait également concourir à lutter contre la corruption qui, elle aussi, cause d'énormes pertes de revenus à l'État. Avec la concrétisation de ces opérations, la Tanzanie pourra donc réaliser ses objectifs de développement globaux tels qu'énoncés dans la vision de développement de la Tanzanie 2025.
Clap de fin pour la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. L'événement qui a démarré ce vendredi était placé cette année sous le thème « Le cancer du sein se guérit ». Conférences, témoignages ou encore dépistage gratuits étaient notamment au programme. Un reportage de notre correspondant Bijouno Megno. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein tue près de 1000 femmes chaque année en Côte d'Ivoire. Cette situation est souvent liée à une détection extrêmement tardive de la maladie lorsque celle-ci est devenue incurable. Afin de sensibiliser les médias à l'importance d'une communication continue sur le cancer du sein, l'ONG Ecomédia organise les 22 et 23 octobre 2021 les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Informer, sensibiliser aux mécanismes de prévention, mais surtout démystifier cette maladie qui, dans la conscience des personnes, est une maladie qui tue, alors qu'il n'en est rien. C'est une réalité, certes, mais le cancer du sein n'est pas une fatalité. Diagnostiqué tôt, le cancer, on en guérit. Le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10. La campagne annuelle Octobre Rose s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de l'information des femmes sur ce fléau. Elle vise à promouvoir le dépistage précoce qui permet de venir à bout du cancer du sein. L'objectif étant de réduire la mortalité liée au cancer du sein par un diagnostic précoce et améliorer la prise en charge globale du cancer du sein curable à 90% sans recours à l'ablation de la mamelle. Depuis 2010, le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte, a fait bouger les lignes. Concernant le traitement du cancer, nous notons des efforts remarquables qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire à travers la mise en place du centre de radiothérapie qui répond aujourd'hui aux normes internationales. La 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein se tiendra le vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 autour du thème « Le cancer du sein se guérit » à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Au programme, des conférences, des dons aux malades, des témoignages et le dépistage gratuit à Yopougon, au centre de santé Ouassakara, à l'hôpital général de Koumassi, au centre de santé communautaire d'Anono à Cocody. Un dépistage gratuit aura aussi lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'actualité sportive à présent avec la signature de l'accord cadre entre le Cameroun et la CAF en vue de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un document signé ce vendredi par plusieurs personnalités dont le ministre des Sports Narcisse Mouéli-Kombi. La compétition doit se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022. Roberto Bogbe. 3 mains pour signer l'accord cadre en vue de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Celle d'Augustin Senghor, vice-président de la Confédération africaine de football, celle du ministre des Sports et de l'Éducation civique du Cameroun, Narcisse Mouéli-Kombi, et celle de Seydou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football. Dans son discours, c'est un ministre des Sports serein qui a pris la parole. Le caractère tangible, notable, palpable, c'est-à-dire concret, réel et effectif des grandes réalisations et des investissements colossaux consentis par l'État du Cameroun en dédicace à la jeunesse sportive. Venu participer à ce moment, Patrick Mboma, plusieurs fois vainqueur de la CAN, ne cache pas sa satisfaction vis-à-vis de son pays. Il fait partie, comme plusieurs autres légendes camerounaises, de la délégation qui parcourt depuis le 17 octobre les différents sites devant abriter la compétition. Les infrastructures sont d'une qualité, pour certaines, exceptionnelle, vraiment. Il y a des hôpitaux qui m'ont bluffé. On a fait de très beaux efforts sur les aéroports, les routes. Avant d'apposer sa signature sur le parapheur, le vice-président de la Confédération africaine de football, Augustin Senghor, a tenu à évoquer le tournant important qu'effectue le football du continent, le passage à 24 équipes. Une formule que le Cameroun va abriter après l'Égypte, qu'il a expérimentée en 2019. Je pense que notre président a déjà fait l'impossible de prendre cette CAN à 24 au lieu de 18. Si cette CAN ne se joue pas ici au Cameroun, elle va se jouer où? Quel est le pays qui a autant d'infrastructures que le Cameroun? À part quelques 3 ou 4 grands pays qui sont en Afrique, qui d'autres?
C'est donc acté, le Cameroun abritera bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Sa coupe à la maison sur laquelle a longtemps pesé un suspense de retrait de la compétition sur fond d'infrastructures inachevées. La signature de cet accord cadre entre la partie camerounaise et la Confédération africaine de football sur l'organisation de ce 33e rendez-vous vient donc mettre fin à tous les doutes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.